ولا رضيت سواكم ما اخترت. Bonjour Angelo. Bonjour Guillaume, bonjour Sabrina. Nous, on a vraiment adoré ton livre, euh, les, euh, les 21 peurs qui empêchent d'aimer. Et ça nous a vraiment donné envie que tu participes à ce congrès. Alors, on s'est un petit peu renseigné, parce qu'en fait, on a d'abord lu le livre et puis on t'a découvert après. Bon, c'est mieux comme ça en général. C'est mieux comme ça. Alors, on a découvert que tu étais thérapeute holistique, conférencier et que tu as toute une carrière dans la musique. On voit d'ailleurs une guitare et un micro derrière toi. Ouais, de temps en temps je m'en sers. Et puis, en 2018, tu as créé le compte Instagram Balance ta peur. Aujourd'hui, il y a, je crois, un peu plus de 68 000 abonnés sur ce compte. C'est que ça répond à quelque chose. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? C'est déjà pas mal en fait, hein, finalement. Disons que ce que je peux dire d'autre, c'est qu'à côté, je suis jeune papa d'un enfant de 2 mois et demi et que l'amour conscient est un champ de découverte et d'aventure permanent avec cet enfant qui forcément m'accompagne et moi je dirais, nous mène dans des sphères parfois obscures, parfois lumineuses, parfois difficiles, parfois étonnantes. C'est marrant parce que c'est ce dont on parlait hier dans le canapé. Il dormait et puis on disait, mais quand même, s'il y a bien un truc qu'un enfant nous apprend, c'est à aimer. Parce que franchement, il y a des fois où on a envie de le balancer par la fenêtre ou de le laisser ou de lui en vouloir ou des choses comme ça. J'étais persuadé jusqu'à avoir un enfant que le couple était l'institution et le système dans lequel finalement l'amour conscient était le plus à même de s'exprimer et de se prendre et de se développer. Et puis je découvre un nouvel amour, je découvre un nouvel espace et en fait, quelque part, ça m'aide aussi dans ma pratique, avec mes clients, avec mes patients. Il y a quelque chose de plus doux aussi, voilà, dans ce que je ressens. Et puis il y a aussi cette idée, je crois, dans l'amour conscient de décentrage, quoi. C'est-à-dire que évidemment, un enfant apprend à nous décentrer puisque c'est plus nous le centre de l'attention à ce moment-là, voire pendant un moment. Et je crois que ce lâcher prise, ce moment un peu de bascule qu'on peut vivre avec un enfant, je crois qu'on peut y accéder aussi dans le couple. Euh, et j'imagine qu'une partie de l'amour conscient réside dans l'idée que à ce moment-là, on n'est peut-être pas le centre de l'amour en question et que peut-être qu'on peut essayer de donner quelque chose que nous on aimerait recevoir. Voilà, je pense que il y a des ponts à faire, je trouve, avec ça. Euh, dans le care, dans le holding, voilà, dans toutes ces notions-là que, évidemment, Dolto et puis Winnicott ont largement exploré, mais voilà, donc moi, ma pratique, finalement, elle s'inscrit. Moi, je dirais que je me décris souvent comme quelqu'un qui crée des espaces dans lesquels peuvent émerger une partie de notre humanité qui est restée un petit peu endormie, un petit peu dans le fond, dans l'arrière-plan. Moi, mon boulot, c'est de faire émerger certaines choses de l'arrière-plan à l'avant-plan. J'ai une approche qui est une approche gestaltiste, donc forcément, on parle beaucoup de fond et de figure, de fond et de forme, etc. Et, euh, voilà, pour moi, l'idée, c'est que ce soit un cabinet, que ce soit un studio de musique, que ce soit sur scène, que ce soit un livre ou que ce soit en stage dans la Drôme, dans les montagnes ou sur Instagram, pour moi, c'est créer des espaces dans lesquels ça peut émerger. Donc, en fait, c'est devenir un environnement pour l'autre qui lui permet d'être qui il est. Ça, c'est mon boulot. Maintenant, je le fais, voilà, un peu de toutes les manières que je peux, dont j'ai envie, qui me font plaisir, etc. Mais je dirais que je suis un créateur d'espace. Est-ce que tu peux, Angelo, nous donner ta conception de la peur, des peurs? Hmm. Euh, alors, la peur, pour moi, il y a quelque chose de fondamental, c'est que la peur, comme toutes les autres émotions, sont finalement le fruit de quelque chose au départ qui est physiologique. Euh,
C'est-à-dire que, par exemple, mon boulot en thérapie, ça va être de fluidifier le passage du physiologique au psychologique et du psychologique au physiologique. Donc, par exemple, il y a un symptôme physique et on va essayer de lui donner du sens, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a à nous dire, pourquoi il est là, etc. Et donc, on va passer dans le psychologique. Et puis, une fois qu'on sera passé en psychologique, donc dans la symbolisation, voilà, la mise en mots, on va essayer de leur refaire passer à nouveau dans le physiologique pour qu'ils soient assimilés, qu'ils soient digérés, qu'ils soient intégrés et que ça fasse vraiment partie de nos cellules. Euh, la plupart du temps, on peut sentir que, enfin moi je sens souvent que certaines démarches thérapeutiques, etc., s'arrêtent jusqu'au psychologique, c'est-à-dire qu'on fait la moitié du chemin, mais il n'y a pas d'assimilation derrière. Et donc l'émotion en tant que telle, pour moi, elle part du physiologique pour aller du psychologique. Et en l'occurrence, la peur, c'est simplement un moyen que le vivant a trouvé et que surtout l'humain a trouvé puisque c'est une émotion. Alors bien sûr, les animaux la ressentent aussi, pour nous mettre dans une capacité d'autopréservation, d'autoconservation et de survie. Ce qui est intéressant, c'est que les peurs, une fois qu'on sort dans un contexte où notre environnement serait menaçant ou dangereux, et où donc là, elle serait évidemment utile pour notre survie, ce qui est intéressant, c'est que la peur surgit à des moments où, a priori, il n'y a pas de danger, a priori, il n'y a pas de menace. Et donc, c'est à ce moment-là, finalement, qu'on va essayer de chercher ce qui, pour le client ou le patient, est menaçant dans son environnement. L'absence d'un parent, ça peut être menaçant comme environnement, même si a priori il n'y a pas de danger. Donc l'idée c'est ça, c'est de trouver comment articuler la peur pour qu'elle ne soit, qu'elle soit, qu'elle garde son utilité et sa fonction d'autopréservation, mais qu'elle ne nous coupe pas de notre créativité, c'est-à-dire de notre capacité à nous ajuster à la nouveauté. Pour moi, ce qui est souffrant, c'est de vivre comme si tout était tout le temps pareil et comme si, évidemment, on l'entend souvent, les schémas se répétaient. Pour moi, le premier palier, c'est que déjà de sortir de la peur peut nous montrer à quel point finalement les choses n'étaient pas les mêmes. Et donc, du coup, assimiler de la nouveauté. Donc, finalement, la peur, comme l'angoisse, l'anxiété, etc., et toutes les émotions un peu et les sentiments connexes à la peur, euh, pour moi, ce sont des ajustements qui n'ont justement pas été créatifs, qui n'ont pas assimilé la nouveauté, mais qui ont plutôt ajusté l'environnement de manière à ce que ça reste dans le connu, que le patient ou le sujet reste dans le connu, dans ce qu'il connaît déjà, et donc dans l'autopréservation. Donc c'est intéressant parce que la peur, elle est quand même dans toute sa fonction finalement. Quand on répète des scénarios et que c'est la peur qui est le moteur un peu de ces scénarios, bah, finalement, on se rend compte que la peur, est pleinement active et elle est pleinement dans sa fonction. Et donc, on est dans une suradaptation, un ajustement qui finalement n'intègre pas les données nouvelles de l'environnement. Et c'est à cet endroit-là que pour moi, la créativité intervient. C'est pour ça que je relie beaucoup mes deux casquettes, ou en tout cas les deux domaines de prédilection, parce que pour moi, Boris Cyrulnik en a très très bien parlé, il y a là vraiment que la créativité qui nous amène à la résilience. Donc la peur, elle est extrêmement nécessaire. Il est évidemment inutile d'imaginer s'en débarrasser, parce que bah, ça veut dire que si on n'avait plus peur, on traverserait au feu rouge, on sauterait des buildings et puis on resterait sous l'eau jusqu'à ce qu'on coule. En revanche, c'est quel est quel mouvement appelle la peur en fait. Pour moi, elle est à cet endroit-là. L'intérêt de la peur, elle est à cet endroit-là. C'est l'émotion en tant que mise en mouvement. Donc finalement, c'est pas juste faire le constat d'avoir peur. Alors balance ta peur, c'est déjà juste le constat d'avoir peur, ce qui est déjà pas mal parce que en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est la peur qui sépare, mais que c'est l'expression de la peur qui réunit. Et donc, l'intérêt du conte, c'est ça, c'est que finalement, déjà, on le fait exister, on se sent moins seul, il y a des résonances, etc. On peut affiner, et puis derrière, se rendre compte que ça fait partie du vivant, ça fait partie de notre humanité, et que l'idée n'est pas de s'en débarrasser, mais plutôt, je dirais, soit de faire avec, ou soit de même carrément s'appuyer dessus, quoi. Donc pour moi, la peur, elle est extrêmement utile et tout en étant évidemment très souffrante quand il n'y a pas d'ajustement créateur, quand il n'y a pas
l'assimilation de la nouveauté de l'environnement. Et donc l'environnement, ça peut être l'eau, ça peut être ma maison, ça peut être le jardin, ça peut être la météo, ça peut être tout ce qui est à l'extérieur de nous finalement, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la relation. Qu'est-ce qui t'a amené personnellement sur ce sujet-là? Bah, tu l'as très bien dit à la fin de la première question, c'est que, enfin, c'est moi qui l'ai dit et puis tu as rebondi dessus, mais euh, j'ai je- j'ai été quasiment toujours pris par une forme de stress ou une forme d'angoisse ou une forme d'anxiété et donc certaines formes de peur. Euh, bah, je crois qu'on parle très bien de ce qu'on vit et de ce qu'on a vécu, hein, et que c'est plutôt difficile de parler sans avoir vécu la chose en question. Donc, j'en parle à la fois parce que c'est quelque chose que j'ai énormément dû traverser et comprendre et assimiler. Donc, ce qui est génial, c'est que j'ai pas moins peur, c'est juste que ça me dérange plus. Euh, et, et à la fois aussi, j'en parle parce que c'est quelque part un des premiers piliers de travail sur lequel je me suis appuyé pour dans mes thérapies, dans mes différents accompagnements que j'ai suivis. En fait, ça a toujours été la peur qui était au centre de, je dirais, de ma souffrance, de mes questionnements. Et que en changeant mon rapport à la peur, finalement, il y a énormément de choses qui se sont apaisées, qui se sont soulagées, qui se sont diluées ou qui font que, ben, justement, c'est ce que je disais, c'est que moi, quand je fais une conférence, je commence toujours par dire, je n'ai, je n'ai pas plus peur de parler en public, quoi. J'ai toujours aussi peur de parler en public, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'accompagne, c'est quelque chose qui est là et on vit bien ensemble et on fait couple et il y a des fois où voilà, c'est utile quoi, de pas être seul. En fait, je suis pas seul, je suis avec ma peur. Donc déjà, c'est intéressant. Euh, donc voilà, c'est un sujet qui m'a traversé, qui me traverse encore et que je constate qui finalement peut être aussi un premier palier vers une connaissance de soi, une exploration de relations un peu plus apaisées. En général, quand je fais une retraite, c'est toujours le premier sujet qu'on aborde parce que d'autant plus quand on est en groupe et que les gens ne se connaissent pas. Euh, il suffit de démanteler entre guillemets un petit peu la peur pour que finalement le groupe se fasse un peu mieux, pour que ça soit un peu plus fluide et qu'on puisse justement aborder peut-être même des sujets qui sont beaucoup plus douloureux que la peur, qui fait écran par rapport à oui à des traumatismes autres ou à des expériences souffrantes. Donc c'est quand même un sacré écran parce que effectivement la peur ça peut être quelque chose qui s'interpose entre nous et finalement notre environnement, nous et nous quoi. Donc pour moi c'était voilà la première strate de cette exploration quoi. Qu'est-ce qui t'a amené à faire une taxonomie des peurs comme ça? Alors 21 c'est à la fois parce que je voulais que le livre soit un peu comme comment je pourrais appeler ça comme une retraite ou comme une cure ou comme tu sais, ce chiffre 21 où voilà, c'est un chiffre assez fort hein, parce qu'il y a 2 et 1 dedans, quoi. Donc il y a quand même la Trinité à l'intérieur et 21, c'est voilà, c'est le cycle d'apprentissage, c'est le cycle d'assimilation, c'est le cycle de guérison aussi parfois. Donc pour moi, 21, c'était intéressant de manière très très arbitraire par rapport à ce que ça m'évoquait. Et puis j'ai un éditeur qui a insisté pour que le titre soit orienté développement personnel, orienté un peu sur voilà les quelques titres qu'on peut voir aussi dans le commerce. Donc lui, il fait son boulot d'éditeur, hein, il voulait que le livre parle à tout le monde. C'était pas du tout mon idée au début de l'appeler comme ça, mais je le trouve très clair, donc quelque part, je suis assez satisfait. Euh, Pourquoi je parle pas de la peur en général, mais que je prends ces 21 peurs là, donc en dehors du chiffre, c'est parce que dans les témoignages que j'ai reçus à la fois en cabinet et à la fois sur Instagram, c'était toujours les mêmes qui revenaient en fait. C'est-à-dire que j'ai beau avoir 68 000 abonnés, des centaines de témoignages toutes les semaines, etc. C'est toujours la même chose en fait. Et donc bon bah moi je me dis ok c'est super parce qu'on est humain et que quelque part on est un peu pris tous par les mêmes questionnements et le même conditionnement. Donc
les existentialistes ont nommé qu'il y avait 5 angoisses existentielles. Donc ça, c'est les grandes catégories. Moi, je voulais pas que ça se réduise à 5 parce que je voulais aller un peu plus dans le détail. Mais en fait, si on prend les 21, elles rentrent toutes dans les 5 angoisses existentielles que les existentialistes ont nommées. Donc, il y a évidemment la mort. Donc la mort et tout ce qui est de l'ordre de la finitude, la liberté et le poids de la responsabilité, la solitude, l'isolement et le lien d'appartenance, euh, l'absurdité du monde et la quête de sens. Je sais plus combien j'en ai dites, donc là ça doit faire 4. Je sais plus s'il y en a eu 5 ou 4, mais voilà. Non, et la 5e, c'est la quête de perfection et donc du coup la condition humaine qui est imparfaite par essence. Euh, donc voilà, ces existentialistes, ils ont nommé ces 5 grandes angoisses existentielles et effectivement les 21 rentrent dedans, hein. Elles sont toutes corrélées quelque part. Donc voilà, mais moi j'avais envie que ça soit un peu plus parlant pour le concret. Dire, ah bah tiens, moi je me reconnais là, je me reconnais là, je me reconnais là. Dire qu'on a peur de la mort, c'est peut-être un peu trop général. Donc j'ai préféré détailler un petit peu, quoi. Mais au final, on aurait pu les mettre dans n'importe quel ordre, ça aurait fonctionné pareil. Il fallait juste choisir, quoi. Donc, Avec Guillaume, on voulait lire quelques passages. C'est dans la partie Un pas de plus vers l'amour. Pour passer de avoir, agir, être à être, créer, recevoir, je peux identifier les choses que j'ai eu besoin d'accumuler, de posséder ou d'obtenir dans ma vie pour me donner la sensation d'exister et d'être aimé. Je regarde ensuite ma liste et me demande pour chaque idée, est-ce que j'existe ou est-ce que je m'aime sans mon métier, mon appartement, mon partenaire, ma place dans la famille, mon portable, mon physique? Chaque fois que c'est oui, je barre l'élément. Lorsque c'est non, je le laisse et recommence l'exercice jusqu'à ce que tous soient barrés. J'ai toute ma vie pour le faire. J'aime bien. bon courage! Et puis, en vis-à-vis de ce passage, il y a une phrase que j'aime beaucoup de « Nous ne sommes pas ce que nous avons, ni ce que nous pensons, ni ce que nous ressentons. Nous sommes. » Et c'est largement suffisant. Bah merci, parce que j'ai complètement oublié. Ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, hein, moi, donc ça fait du bien de l'entendre. Ça t'évoque quelque chose, ce passage-là, tout de suite? Bah oui, en fait, ce que je me suis dit quand je t'écoutais, c'est qu'il y a un énorme piège en fait dans cet exercice. C'est que évidemment que l'idée c'est pas de, de finir totalement isolé de tout et devenir un ascète ou qui n'a besoin de rien. L'idée c'est au contraire c'est une petite mort en fait. C'est la proposition d'une petite mort, tu vois. C'est l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui se passe quand on meurt à soi-même et qu'on est dépouillé de tout pour finalement en fait créer un espace où on peut choisir à nouveau, quoi. Donc c'est quelque part, c'est que cet exercice, c'est juste la première partie. La deuxième partie, c'est évidemment de ramener tous ces objets ou toutes ces choses dont on parle, dont on lit, que l'on liste là, et finalement d'en changer notre rapport et non pas de s'en débarrasser. C'est ce que je dis même par rapport à la peur. Donc voilà, il y a un petit piège là-dedans, mais je pense que c'est déjà pas mal de pouvoir faire cette petite liste et puis derrière de comprendre que de comprendre la mécanique et de sentir que euh, c'est notre rapport aux choses qui changent et pas les choses qui changent. Donc voilà, c'est à ça que ça me faisait penser. Un autre passage, c'est nous n'avons pas peur de mourir, nous avons peur de vivre l'amour. Et ces deux phrases m'ont vraiment frappé. Elles m'ont rappelé un court passage de Marianne Williamson dans Un retour à l'amour qui écrit nous sommes nés de l'amour et nous avons appris la peur. Et c'est pareil, je voudrais avoir ton retour sur tout ça. Tu peux me redire la phrase, la mienne? Nous n'avons pas peur de mourir, nous avons peur de vivre l'amour. Hmm. Euh, Ah ouais, j'étais inspiré à ce moment-là, hein. J'essaie de raccrocher un peu les wagons parce que je vais aussi faire quand même avec ce qui est actuel pour moi, ce qui est présent pour moi. Euh,
c'est quelque chose qui m'a énormément étonné, et déjà qui m'a étonné de moi-même et puis aussi des autres, c'est que euh, pour ne pas souffrir, on est capable de ne pas se faire vivre la relation. En fait, c'est ça que j'essaie de dire dans cette phrase. C'est-à-dire que il y a quelque chose de plus fort que la mort, en fait, c'est d'avoir connu l'amour et de le perdre, d'avoir connu le lien et de le rompre, d'avoir connu la relation et qu'elle se termine. Ça, je crois que c'est encore plus fort chez l'humain, l'humain qui est évidemment un animal social et doué d'une intelligence collective. Donc, il y a quelque chose pour moi qui est extrêmement fort dans la survie de l'humain, enfin en tout cas dans sa dignité et dans son humanité, et dans son intégrité, euh, qui repose sur la préservation du lien. Et je crois qu'on se meurt à soi-même quand justement il n'y a plus de lien. Et c'est ça que j'essaie de dire dans cette phrase, c'est qu'il y a une façon étonnante de nous protéger de la perte du lien, c'est de ne pas l'établir. Il y a une façon étonnante de nous protéger de la rupture, c'est de ne pas nous rencontrer ou de nous mettre en relation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté par voilà, toutes les thérapies, les clients, les patients, les groupes, les conférences que j'ai faites, les témoignages que je reçois. Une grande partie de la population est prête à ne pas connaître l'amour pour ne pas ressentir la perte de cet amour. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui fait encore plus peur que de mourir, parce que la mort, évidemment, on ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est pour ça que c'est au-dessus de la mort. Parce que la mort, évidemment, bon, à part si on a évidemment des croyances spirituelles ou ésotériques ou autres qui font que on peut imaginer qu'il y a quelque chose après la mort ou que la mort est juste un passage vers autre chose, ce à quoi je suis tout à fait ouvert en plus. Mine de rien, on peut connaître la souffrance, mais on peut pas connaître la mort. Par contre, si on connaît l'amour, on peut connaître aussi la fin de l'amour. Et c'est ça qui est encore plus douloureux que la mort, puisqu'on ne la connaît pas. Voilà, c'est un petit peu ça la traduction que je pourrais en faire aujourd'hui. Ça fait partie des nombreuses stratégies, justement pour ne pas ressentir cette perte de lien, cette séparation, finalement la fin de cette espèce de paradis qu'on pourrait imaginer, voilà, dans la relation. Je pense que pour l'être humain, c'est une des choses les plus difficiles, c'est je vais reprendre l'exemple, je vais m'appuyer sur mon enfant parce que il est là, donc je m'appuie dessus, mais quand je le vois et quand je l'observe, il n'a rien à cirer de notre regard, quoi. C'est-à-dire que lui, il pète, il rote, il mange, il fait caca, il fait pipi, il crie, il pleure, il rigole. 2 secondes après, il change d'émotion, etc. Il n'y a aucune, pour l'instant, j'espère que ça va durer un peu, mais en tout cas, de toute façon, il va falloir qu'il commence à contenir à un moment donné pour qu'il ait une vie sociale normale. Et c'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs. Mais on est toujours voilà, tiraillé entre la pulsion et l'environnement social et les injonctions. Mais je suis fasciné par cette liberté d'être, en fait. Et bien sûr, quand on grandit, quand on commence à se sociabiliser, quand on commence à être éduqué, etc., à commencer à construire une personnalité, une mémoire, voilà, une identité, il y a énormément de moments où on va devoir contenir, où on va devoir réprimer, où on va devoir ce qu'on appelle défléchir, c'est-à-dire finalement, il y a une énergie qui pousse en nous vers quelque chose et finalement, on sait très bien qu'on ne peut pas aller vers cette chose-là ou que cet environnement-là ne nous répondra pas, donc on le détourne quelque part, on détourne l'énergie ailleurs. Euh, et en fait, je crois que c'est ça aussi qui est difficile dans le fait de grandir, dans le fait de devenir adulte, c'est que on apprend à perdre des bouts de soi aussi petit à petit. À les mettre de côté, etc. Et donc, pour moi, effectivement, pour moi, pour l'humain, ce qu'il y a de plus difficile, c'est de rester en contact avec avec ce qui pousse en nous, avec cette énergie qui pousse en nous comme ça, et de pouvoir justement en avoir conscience et y accéder, et surtout
pouvoir être dans justement ce fameux ajustement créateur qui permet d'obtenir quelque chose, d'une réponse de notre environnement. Donc, et encore, je suis pas en train de parler de certainement ce que vous enseignez très très bien avec les dynamiques relationnelles, la partie voilà, les débuts de relations dans la séduction, la lutte de pouvoir, etc. Enfin, toutes ces phases-là de l'imago et que vous connaissez bien mieux que moi, mais il y a quelque chose de c'est marrant, on a appris à pas se montrer, quoi, en fait. Et pourtant, on déclare haut et fort et partout sur les réseaux qu'on aimerait être libre, qu'on aimerait, voilà, faire ce qu'on a envie de faire, être qui on a envie d'être, etc. Donc toute la difficulté finalement, et c'est pour ça moi que je pratique la thérapie, c'est de recréer des espaces dans lesquels ça peut émerger. Parce qu'en fait, c'est pas nous qui faisons, c'est en fait on est agi par l'environnement, on est fait par l'environnement, on est ça, c'est aussi une croyance, je trouve, qui est très forte chez l'humain. C'est cette espèce de toute puissance, tu vois, de contrôle, de volonté. En Gestalt, on parle beaucoup d'être agi, et donc moi, ça me parle énormément parce que finalement, euh, peut-être que ce que je suis en train de ressentir ou ce que je suis en train de faire, c'est simplement aussi le résultat de ce que l'environnement fait de moi, en fait. Et donc l'idée, c'est de passer de la victimisation ou le fait de subir à la prise de pouvoir et la responsabilité d'avoir la main un peu sur ce que c'est ce que disait Sartre, hein. Il disait ce qui est important finalement, c'est de savoir non pas ce que je fais, ce dont je suis responsable, mais de savoir ce que je fais de ce qu'on a fait de moi. Et en fait, il est déjà en train de dire qu'on est agi par quelque chose d'extérieur, que ce soit au départ le placenta ou que ce soit après la maison dans laquelle on vit ou le milieu socioculturel, etc. Et en fait, tout ça, pour moi, c'est pour ça que je fais de la thérapie holistique, c'est parce que ça, c'est à prendre en compte. C'est inévitable. On peut pas s'analyser et se considérer isolé de l'environnement. On fait partie de l'environnement. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très fort dans le couple, dans finalement le choix de l'environnement, parce que l'autre va constituer notre environnement à terme au quotidien, quoi. Qu'est-ce que c'est un amour conscient? C'est un amour conscient au départ? Euh, alors, pour moi, déjà, il y a plusieurs types de conscience. Il y a ce que en thérapie ou en accompagnement on connaît très bien, c'est la conscience réflexive, c'est-à-dire cette espèce d'insight où tu as une espèce d'eureka, où finalement en fait il y a quelque chose qui s'éclaire dans la symbolisation de quelque chose qui s'est passé avant. C'est très très rare d'avoir conscience de quelque chose qui est en train de se passer. On a souvent conscience d'un truc qui s'est passé un petit peu avant, voire bien avant, voire il y a très longtemps. Ça, c'est la conscience réflexive. Et moi, ce que j'essaie de faire dans ces espaces-là, justement, c'est de mobiliser la conscience immédiate. C'est-à-dire c'est une façon d'être dans le présent, si tu veux, mais de mobiliser l'attention sur ce qui est en train de se passer, en fait. Ne serait-ce que parce que nous, en Gestalt, en tout cas, on considère que c'est impossible de travailler sur quelque chose qui n'est pas présent. Donc, en général, on ramène toujours, voilà, même si c'est des histoires passées, etc., on les ramène à l'ici et maintenant. Donc, on va symboliser la personne dont la personne parle, ou voilà, etc. Et on va essayer de recréer un environnement dans lequel tout ça, c'est présent. Et je dirais que l'amour conscient, c'est un amour dans lequel il y a de la responsabilité déjà. Et la responsabilité dans le sens existentiel, c'est-à-dire répondre de ses actes, et non pas responsabilité en termes de faute ou de culpabilité. Donc l'amour responsable, pour moi, c'est déjà de choisir l'amour. Il y a très peu j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui imaginent que c'est possible, mais en fait, on peut choisir. Moi, je le constate très bien dans mon couple. Si on est en train un petit peu de s'échauffer, au moment où je crée l'espace du choix, c'est-à-dire au moment où je suis en train de pouvoir me dire, attends, qu'est-ce que je veux là? Est-ce que je veux l'amour ou est-ce que je veux la guerre? Est-ce que je veux l'amour ou est-ce que je veux la peur? Est-ce que je veux l'amour ou est-ce que je veux le conflit? Est-ce que je veux l'amour ou est-ce que je veux avoir raison? À ce moment-là, et ben, du coup, il y a un espace qui se crée et effectivement, quand il y a cet espace-là, on peut choisir. Et donc pour moi, du coup, l'amour conscient, c'est déjà un amour responsable, un amour qui est choisi. On a souvent l'impression aussi dans l'imaginaire collectif que l'amour, c'est quelque chose qui nous tombe dessus ou quelque chose qui est magique.
et très certainement qu'il y a une part de ça, parce que je n'ai aucune ambition de définir l'amour et de définir ce qu'est Dieu et la magie et qu'est-ce qui fait qu'on est en vie, etc. Mais en tout cas, j'imagine qu'il y a aussi évidemment quelque chose d'alchimique, de magique, d'inexplicable, et c'est tant mieux de ne pas savoir. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi. C'est dans l'amour conscient, c'est-à-dire d'aimer pour rien. Je ne sais pas pourquoi j'aime cette personne. Et je m'en fiche, en fait. Parce que si je commence à savoir pourquoi je l'aime, c'est-à-dire si je commence à la décortiquer en ce que j'aime et ce que j'aime pas, je suis plus en train de la prendre en entier. Et donc, on peut imaginer que c'est pas vraiment de l'amour, du coup. Donc, pour moi, l'amour total, il est dans l'inconscience de l'amour aussi, quelque part. Donc, l'amour conscient, c'est un amour responsable, inconscient, mais inconscient dans le sens où je ne sais pas pourquoi je t'aime. Si je t'aime parce que tu es belle, si je t'aime parce que tu es talentueuse, si je t'aime parce que ceci ou cela, je suis en train de faire de toi un objet que je suis en train de décomposer, décortiquer en d'autres petits objets, que sont le talent, que sont la beauté, que sont la bienveillance, j'en sais rien, enfin, de qualité et des défauts. Et en fait, pour moi, en fait, l'amour, il s'arrête justement au moment où on commence à rentrer là-dedans. On commence à rentrer dans, tiens, mais alors comment t'es foutu, toi? Tu vois? Et comme ça, je vais trier. Tu vois, je vais te dire, tiens, bah ça, j'aime bien, ça, non, ça, j'aime pas trop, tu peux le garder ou tu peux le vivre ailleurs avec quelqu'un d'autre ou le faire autrement, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'amour conscient, c'est un amour où t'as pas envie que l'autre change. Et pour sentir cet amour où t'as pas envie que l'autre change, bah, je crois qu'il faut ne pas savoir pourquoi on l'aime. Mais par contre, on sait qu'on l'aime. Ça, c'est certain. Dans l'amour conscient, du coup, il y a cette conscience immédiate de, ben voilà, de ce que je ressens pour toi, ce que tu me fais, comment tu m'impactes, toi, en tant que mon environnement, ben, comment tu m'affectes, comment, voilà, qu'est-ce que tu me fais. Parce que c'est ça qui fait exister l'autre aussi, hein. C'est parce que on fait quelque chose à l'autre et que l'autre nous fait quelque chose qu'il y a une relation et qu'il y a quelque chose qui s'imbrique comme ça du lien. Donc pour moi, il y a la conscience immédiate, il y a la responsabilité, il y a une part d'inconscience, mais surtout une part de plus savoir, plus que d'être inconscient, parce que sinon ça marcherait pas avec l'amour conscient, mais je dirais un amour qui ne cherche pas à comprendre, quoi, plutôt, en fait. Euh, et il y a aussi un truc qui me vient là, c'est je crois que c'est important d'aimer l'amour aussi. Euh, quelque part d'aimer ressentir ça, en fait, d'aimer se sentir vulnérable face à quelqu'un, d'aimer ne pas aimer certaines choses chez cette personne. Voilà, c'est toutes ces choses-là, en fait. C'est que du coup, bah, qu'est-ce qui fait que je t'aime alors qu'il y a plein de trucs que j'aime pas chez toi? Bah, c'est parce qu'en fait, j'aime t'aimer. Et pour moi, voilà, c'est ça, l'amour conscient. Donc il y a, voilà, ces trois, quatre éléments-là pour moi qui, voilà, encore, hein, je suis loin de faire une recette de l'amour conscient, hein, parce que vraiment, je suis un novice, mais c'est ce qui me vient là, en tout cas, dans ce que je peux vivre, dans ce que je peux essayer de mettre en pratique. L'amour conscient, c'est un amour qui est choisi parce que c'est aussi quelque chose que l'on fait. Euh, euh, on dit faire l'amour d'ailleurs, hein, c'est pas pour rien. Donc, et d'ailleurs, Alain Heril, qui était mon superviseur à une époque en sexo, me disait souvent, en fait, on fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait. Et j'adore cette phrase parce qu'effectivement, il est aussi en train de dire à nouveau que l'environnement est en train de nous agir et de faire quelque chose de nous, quoi. Donc, en revanche, dans l'amour que l'on choisit, il y a des choix à faire, il y a des choses que l'on fait pour qu'on puisse appeler ça de l'amour et qu'on puisse le ressentir, quoi. Voilà, c'est ce qui me vient là. Est-ce qu'il y a une 22e peur qui est apparue depuis l'écriture de ton livre? Tu veux dire par rapport aux peurs précisément qui pourraient s'inscrire dans la relation amoureuse ou qui empêchent d'aimer? Parce qu'après des peurs hautes, il y en a plein, hein. La peur du Covid, ça n'existait pas quand j'ai écrit le bouquin. Je crois qu'il y a une 22e peur qui est sous-jacente à aux 21. Euh, je sais même plus si j'en ai parlé, tu vois. Euh,
c'est cette idée un petit peu qui peut revenir de la peur de ne pas être capable d'aimer, en fait. Notamment pour des personnes qui auraient ressenti effectivement le manque d'amour ou le traumatisme de l'absence ou de la maltraitance, ou voire pire, hein, l'inceste, des choses comme ça, et qui quand elles me consultent, finalement, en fait, c'est quelque chose qui leur est étranger, l'amour, le lien comme ça, la sécurité, mais je pense que souvent, en fait, c'est confondu entre amour et sécurité. Je pense que la plupart des gens, quand ils disent qu'ils cherchent de l'amour, ils cherchent d'abord de la sécurité. Euh, mais voilà, la peur de pas être capable d'aimer, c'est pas quelque chose que je ressens parce que j'ai l'impression d'en être capable, mais c'est quelque chose qui peut-être a pointé le bout de son nez au tout début de la naissance de mon fils, où n'ayant évidemment jamais connu du coup avant la paternité, je me suis vraiment demandé si je l'aimais, si j'étais capable de l'aimer, si et je pense que ça c'est quelque chose qui peut être très très présent et très très fort derrière les 21 peurs, donc en 22e peur. Euh, ce serait ça, ouais, ce serait cette capacité à aimer. Je pourrais avoir peur de ne pas être capable d'aimer, en fait, de pas savoir ce que c'est, en fait, de pas en connaître le goût, de pas en connaître la texture, de pas en connaître tu vois, le parfum, la sensation. Et, euh, et ça me rend triste de parler de ça parce que j'imagine que ça arrive à beaucoup de gens qui ont souffert et qui peut-être n'ont pas connu ça et qui du coup peut-être se sentent pas capables d'eux. Euh, donc ouais, je pense que ça aurait pu être une 22e peur. J'ai été frappé dans ton livre par une autre phrase. En fait, tu en as déjà un petit peu parlé pendant l'entretien. Vas-y, Alors j'y vais, hein. tétille-moi. La phrase c'est: pourquoi est-il si difficile de vivre pleinement qui nous avons envie d'être tout en restant avec notre partenaire? Ça, c'est une bonne question. Là, mon livre se retourne contre moi. Euh, ouais, alors effectivement, je pense que j'en ai parlé, j'ai répondu à la question partiellement tout à l'heure. Euh, Ce que je ressens, c'est il peut être extrêmement difficile finalement d'apparaître à l'autre. Euh, Même l'expression, c'est s'apparaître à l'occasion de l'autre. Euh, et en fait, il y a tout un discernement, je crois, à avoir entre ce que j'ai envie de montrer de moi, ce que je ressens que je suis à tel moment, ce que j'aurais envie que l'autre voit et pense de moi, euh, ce que je projette sur l'autre, comment je le vois, quelle est ma perception de l'autre, et du coup, si je le perçois comme ça, ben, ça veut dire qu'il va forcément me voir d'une certaine façon aussi. Euh, j'aime bien en fait, j'aime bien en fait l'idée de résonance là-dedans, tu vois, dans la relation, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui au départ me semble étranger chez l'autre, que je peux découvrir qui finalement raconte quelque chose de moi. Pour moi, c'est ça le travail de la résonance. Et donc, bon, évidemment, en systémie, Mani El-Kaïm en a très très bien parlé. Hein. Il a écrit beaucoup sur le couple et les systèmes familiaux. Mais euh, je pense que ce qui est difficile dans être pleinement soi et être avec l'autre en même temps, euh, c'est que je pense qu'on peut avoir une conception de soi qui est décorrélée de l'autre. Qu'on peut avoir
une image de soi, une sensation d'exister en soi, encore une fois, qui serait séparée de son environnement et donc qui serait séparée de la relation et donc de l'autre. En fait, c'est l'autre qui va me révéler qui je suis. Et je pense que c'est à cet endroit-là qu'on peut faire le pont. C'est-à-dire que si j'imagine que je suis et que l'autre est, on est fondamentalement séparés et il y a quelque chose qui fait que finalement, ça va être très difficile d'avoir un pont entre nous, une résonance, une forme d'empathie, une forme, du coup, une forme d'amour, en fait, quelque part, quelque chose qui nous réunit, quoi. Alors que moi, ce que je crois aimer, en tout cas dans la relation, c'est qu'est-ce que l'autre va me faire découvrir de moi, sachant que je vais exprimer quelque chose de moi à l'occasion de sa présence à lui ou à elle. Et en fait, c'est toutes ces parties-là, finalement, qui émergent à l'occasion de l'autre et qu'on refuse, qui nous font souffrir. Quand on se rend compte qu'à l'occasion de tel partenaire, on est jaloux, quand on se rend compte qu'à l'occasion de tel partenaire, finalement, on est assez égoïste ou narcissique, quand on se rend compte qu'à l'occasion de ce partenaire, on est tout le temps dans la fusion et on s'oublie. Tu vois, c'est en fait, c'est pour moi le pont entre nous, c'est qu'est-ce que l'autre va m'apprendre de moi à l'occasion de notre relation. Et je crois qu'en plus Serge Tisseron en parle très très bien quand il parle de l'empathie. Il a décrit cinq échelles d'empathie. Et dans l'échelle la plus haute d'empathie, donc l'empathie étant évidemment à la base reconnaître que l'autre a une émotion et peut-être pourquoi pas la comprendre, la ressentir également, l'accueillir. Ça c'est vraiment le stade basique, mais dans le cinquième stade le plus élevé, qui est certainement le plus difficile à voir, mais qui finalement est très actif en thérapie, c'est l'empathie dans le sens de accepter que l'autre va apprendre quelque chose de moi que je ne connais pas. Et c'est ce qu'on fait en thérapie, c'est ce qu'on fait en coaching, c'est ce qu'on fait en accompagnement finalement. Euh, euh, donc pour moi, en fait, c'est difficile de se laisser apparaître pleinement en étant avec l'autre à partir du moment où on est dans une conception où c'est pas l'autre qui nous apprend quelque chose de nous. À partir du moment où on est dans quelque chose de très rigide et de très figé en termes d'identité, en termes de personnalité, en termes euh, ouais, de frontières, quoi. C'est je suis comme ça, et parce que je sais que je suis comme ça, euh, et que j'imagine que l'autre va probablement pas très bien l'accueillir, pas très bien le prendre, être blessé, voilà, ou peu importe, avoir une réaction quelconque, bah, je vais trouver des stratégies pour me montrer partiellement, quoi. Alors que si on est dans la découverte de soi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être dans la connaissance de soi, mais qui finalement refusent totalement de voir apparaître des parties d'elles pas très très sympathiques, je dirais, parce que c'est aussi ça, hein, la connaissance de soi, c'est pas que découvrir qu'on est des êtres de lumière, quoi. C'est aussi voir la partie de nous, ce que je disais, qui est égoïste, qui est narcissique, qui est perverse, qui est infidèle, qui est voilà, enfin toutes ces facettes-là, quoi, hein, qu'on pourrait appeler dans de l'ombre. Euh, voilà, pour moi, en fait, le pont et là où on peut transgresser, où on peut dépasser cette question-là, c'est à partir du moment où on est dans cette espèce de cinquième étape de l'empathie qui est, tiens, mais qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre de moi, en fait? Donc, qui je suis en train d'être à l'occasion de ta présence, quoi. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on peut assimiler de la nouveauté. Parce que du coup, ah, ah tiens, je savais pas que j'étais comme ça. Ah bah cool, merci, merci, parce que ça fait un truc en plus. Allez hop, tu vois. Donc après, bien sûr, il faut sortir un peu du positif et du négatif et juste se dire que voilà, on prend cette chose-là et qu'on intègre et que en toute chose, il y a une polarité positive et négative. Donc il y a des fois où c'est très très bon d'être égoïste et des fois où c'est très très bon d'être altruiste. Ça dépend de la situation, de l'environnement, du contexte. Donc pour moi, la longue réponse à ta question, elle est là. Je suis désolé, je fais des longues réponses à chaque fois, mais parce que ça me fait réfléchir, hein. Bon, moi ça m'évoque Imago. Oui, oui, oui. Qui m'a beaucoup plu, enfin cette approche-là, ce regard-là sur le couple.
m'a beaucoup aidé, a été, j'ai trouvé très pertinente aussi, très éclairante, très interactive parce que voilà, c'est quelque chose qui se fait à 2 ou à plusieurs en fait en fonction de évidemment du couple dans lequel on est, mais hem, ouais, certainement qu'il y a quelque chose de la digestion aussi de peut-être de ces lectures quoi, aujourd'hui. Moi, j'aimerais, Angelo, que tu nous parles de tes abonnés qui viennent se livrer depuis maintenant plusieurs années, j'imagine. Ouais, 3 ans. Il y a quelque chose de très égoïste dans la démarche. C'est pour ça que je parlais d'égoïsme tout à l'heure en disant que parfois c'est bon. C'est ce que je disais, hein, c'est qu'est-ce que l'autre m'apprend de moi. Donc évidemment qu'à chaque fois que je reçois un témoignage, ça résonne, ou en tout cas je laisse résonner pour sentir, tiens, ah bah tiens, cette peur-là, finalement aujourd'hui, bon, bah, elle a plus beaucoup de prise, voilà, elle est là, je pourrais la nommer, mais c'est pas quelque chose qui m'encombre, voilà. Et donc ça a été le parcours pour moi personnel à travers la réception et l'accueil des témoignages, c'est déjà bah, que ça a brassé un petit peu finalement tout ce que j'ai pu ressentir ces dernières années et voir un petit peu, bah tiens, ah bah je suis plus à l'aise avec ça ou bah tiens ça, je me souvenais pas, mais tiens là quand je le lis, ah oui effectivement il y a un truc qui résonne en ce moment avec ça. Donc il y a déjà quelque chose de très personnel dans finalement la place que j'ai, c'est-à-dire je suis quand même à une place très particulière tu sais, j'ai l'impression parfois d'être, de l'autre côté du confessionnal quoi, tu vois? Heu, de de recevoir les confessions quoi, quelque part, un peu les choses qui sont pas faciles à dire et cetera et d'autant plus sur Balance ta peur parce qu'évidemment en cabinet, c'est évident, mais mais sur le compte, ce qui m'interpelle le plus en fait sur le compte et ce que ça peut m'apporter, c'est, à la fois c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire, ce truc un peu collectif finalement où, on pourrait être tous pris par les mêmes peurs, par les mêmes questionnements et cetera et de voir finalement comment la même peur peut s'articuler différemment dans différentes circonstances. Donc il y a aussi quelque chose de très sociologique pour moi sur Balance ta peur. C'est-à-dire que du coup, j'ai quand même des gens, après pas du monde entier, mais en tout cas, de, mmh, de diverses, cultures et villes et origines et cetera qui finalement en fait, me donne un petit peu un point de repère sur, ah bah tiens là en ce moment, il y a cette peur-là qui ressort beaucoup quoi. Ou, tiens en ce moment il y a cette peur-là qui ressort beaucoup moins. Donc il y a quelque chose aussi de l'étude sociologique où je peux même avoir les chiffres évidemment, Instagram te donne les chiffres des villes, des pays, de qui consomme quoi. Hem, ça m'aide beaucoup aussi dans ma clinique, et je crois que là où il y a quelque chose que ça m'apporte, mais où ça va finalement être, en dehors d'Instagram, c'est que Instagram me permet, quelque part, finalement de rencontrer quelques personnes comme ça, que je connais pas, voilà, de gens que j'aurais jamais rencontrés et parfois ça donne lieu à des inscriptions à des stages, à des cercles, voilà, à des conférences, des choses comme ça et là on peut se parler et en fait, bah, je rencontre des gens quoi, finalement, je rencontre des gens, je rencontre, des humains qui sont très différents de moi, je rencontre des gens qui sont pris par les mêmes choses, et pour moi, c'est vraiment, quelque chose de l'ordre du encore une fois, du lien, quoi. Donc, Instagram, c'est vraiment pas une finalité, pour le coup. Pour moi, c'est vraiment un véhicule, tu vois, une passerelle, hem qui nous amènerait, quand c'est possible, à une relation et à une interaction, humaine en présentiel si c'est possible et puis, voilà, avec un peu plus de temps qu'un post, à 2000 caractères. Mais Et puis, il y a une autre phrase que j'aimerais bien te faire commenter aussi. ça, j'aurais dû réviser avant, hein. Ouais, ouais, ça, il fallait Non, réviser, non, hein. non. Il laisse tomber. Bah, je suis à l'université, hein, donc je suis en train de Et passer voilà, mon oral là, en fait. l'amour est le cadeau d'une aventure qui nous est imposée, au point vivre ensemble.
Ah la vache! Ouais. Mais j'avais oublié que j'avais écrit ça. Enfin, vraiment, merci parce que. Alors, vas-y, redis-la moi. Allez, l'amour est le cadeau d'une aventure qui nous est imposée, vivre ensemble. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir sur cette phrase? Moi, quand tu m'as relu la phrase, en fait, ça m'a renvoyé à l'amour comme cadeau, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous est imposé, c'est pour moi, alors, selon certaines croyances en tout cas, mais en tout cas l'incarnation, c'est-à-dire que voilà, maintenant on est là, tu vois, il y a quelque chose où bon, on est au monde et puis après la vie se fait. Euh, Évidemment, on n'est pas isolé non plus, c'est-à-dire que même si on est comme toi ou moi ou vous et moi dans la Drôme où il y a 200 habitants dans le village, on est quand même sur de manière plus large une terre, voilà, qui est avec ses habitants. Et ça, pour moi, ça rappelle le choix de l'amour, quoi. C'est-à-dire que en fait, il y a un truc qui nous est donné, c'est cette capacité à aimer. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est plus difficile d'accéder à cette capacité-là, mais en tout cas, euh, pour moi, c'est un peu la phrase qui raconte l'histoire des humains en tant que euh, personnage sur un énorme plateau de jeu. Et en fait, on joue à la vie, quoi. On joue à être nous, on joue à s'aimer, on joue à détruire la nature, on joue à tout ça. On nous a donné un plateau de jeu, on nous a dit allez-y, faites ce que vous voulez. Mais vous avez, c'est un peu comme dans les jeux de rôle, etc., où tu peux avoir des espèces de bonus, tu sais, une arme en plus ou tu sais un pouvoir en plus. En l'occurrence, pour moi, ce serait l'amour, effectivement. Et Et ce qui est, pour moi, le cadeau, en fait, c'est plus dans le sens où, voilà, ça, on nous a filé ce bonus-là. Tenez, vous êtes incarné, vous avez ce plateau de jeu. Et en plus, tiens, il y a un truc, on sait pas trop ce que c'est, mais on va dire que ça s'appelle l'amour. Voilà, essayez de voir ce que ça fait, essayez de voir qu'est-ce que ça crée, essayez de voir comment ça marche, essayez de voir un peu, essayez de le sentir. Mais toujours avec le choix de finalement pas être dedans non plus. Et c'est pour ça que ça me ramène au choix, en fait. Au choix, à la responsabilité. Qu'est-ce qu'on veut y mettre? Qu'est-ce qu'on veut mettre dans ce plateau de jeu? Qu'est-ce qu'on veut euh, créer? Qu'est-ce qu'on veut réaliser ensemble? Euh, et il se trouve que, a priori, dans ce que moi je pense, c'est vraiment une croyance profonde, c'est que finalement, cette énergie-là, qui est à la base de toute la création, c'est de l'amour, quoi. Donc on peut l'appeler l'énergie de vie, on peut l'appeler libido, on peut l'appeler ce qu'on veut, mais en tout cas, il y a l'énergie pour moi de l'amour qui est là, qui est sous-jacente, qui est comme un cadeau, qui est à disposition. Et la grande angoisse de l'existence, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Et donc des fois, on n'en fait rien. Et c'est ça qui est parfois douloureux, quoi. C'est un peu ça que ça m'évoque, cette phrase aujourd'hui. En tout cas, je suis content de t'avoir posé cette question, parce que j'aime beaucoup ta réponse. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots rapidement sur ton bonus? Bah, ce que j'avais envie de faire, c'est de proposer un exercice qui peut paraître assez simple de prime abord, c'est-à-dire évidemment, dans un premier temps, lister les peurs qui sont présentes, les peurs qui sont, voilà, qui sont qui poussent le plus, qui sont les plus insistantes, on va dire, euh, et de essayer de petit à petit plonger dans quels sont les désirs et quelles sont les peurs qui y a en dessous. Bon, c'est un bonus très introspectif. Écoute, on voulait te remercier, quoi, pour cette magnifique contribution au Congrès de l'amour conscient. On a passé un moment très agréable. Bah, merci, c'était agréable pour moi aussi. اخترت غيركم